Et donc, inflexionnel, c'est-à-dire la philosophie doit pouvoir infléchir les consciences et les décisions de l'homme politique, en plus de l'homme tout court, quiconque peut lire, peut comprendre les idées philosophiques. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. La revue Raison Ardente est un organe d'expression des étudiants de la faculté de philosophie Saint-Pierre-Canisius de l'Université Loyola du Congo. Créée en 1977 sous le nom de Bingu avant de devenir Raison Ardente, la revue compte actuellement à son actif 114 numéros. Elle a eu le privilège d'interviewer des mastodontes de la pensée comme Eboussi Boulaga, Angel Vervin, Mehrad Ebga, Paul Valadier ou Karl Popper. Elle a aujourd'hui le privilège de vous recevoir dans le cadre de son 115e numéro qui est dédié justement sur votre pensée sous le titre Ngomabinda et la philosophie inflexionnelle. Professeur, depuis un temps, vous êtes devenu un paradigme incontournable en philosophie politique et éthique avec votre paradigme de la théorie inflexionnelle. Pouvez-vous vous présenter au public de la revue Raison Ardente? Bien, je vous remercie et notez que Raison Ardente est l'une des revues qui font la fierté de jeunes philosophes et de nous autres enseignants de Kimwenzao. J'ai enseigné à l'université Loyola, à l'époque ça s'appelait Institut de philosophie Kimwenza, de Kimwenza. Je suis donc non seulement un enseignant de là, mais quelqu'un qui appartient véritablement, en tout cas des cœurs, à cette institution. Je vous remercie donc d'être venu. J'enseigne à l'université de Kinshasa depuis de nombreuses années déjà et pour le moment je suis même émérite. J'ai enseigné à l'UCC, dans le temps ça s'appelait Faculté catholique de Kinshasa, là où j'ai obtenu d'ailleurs mon doctorat en philosophie en 1985 avec un professeur qui venait de nous quitter et qui a été mon directeur de thèse, le professeur Chamalegantumba, pour qui nous avons il y a quelques jours célébré la pensée, célébré ce qu'il a été pour lui rendre hommage. Donc j'enseigne à l'université de Kinshasa. J'ai enseigné également ça et là en Afrique et jusqu'au Maroc. J'ai participé à plusieurs activités scientifiques dans plusieurs universités d'Europe et des États-Unis. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Sinon, ce qui nous occupe le plus, c'est que j'ai publié beaucoup d'ouvrages. Pour le moment, une trentaine d'ouvrages que j'ai publiés dans 3 domaines précis, parce que je publie en philosophie, en littérature et aussi en sciences politiques. En sciences politiques parce que j'ai toujours pensé que lorsqu'on veut faire de la philosophie politique, il faut avoir une base relativement solide en sciences politiques. Je publie en littérature des nouvelles, des poèmes, etc. J'ai obtenu quelques prix littéraires, mais parce que j'avais fait les humanités gréco-latines. Donc j'ai gardé un amour tout à fait indélébile pour la littérature. J'ai fait
la section littéraire gréco-latine à l'époque, au petit séminaire de Mbatakela, là c'est dans le Congo central. J'ai fait le grand séminaire de Maïdi pendant 3 ans avant de venir à Lovanium pour une année de première licence et la deuxième licence, la seconde licence en philosophie, je l'ai faite à l'université de Lubumbashi avant de revenir à Kinshasa et là je ferai, comme je disais tout à l'heure, le doctorat en philosophie aux facultés catholiques de Kinshasa. Voilà. Merci, professeur. Auteur prolifique, vous êtes un philosophe du beau style dont l'élégance théorique exerce un pouvoir de fascination sur le lecteur. Est-ce que vous pouvez nous décliner les éléments fondamentaux de votre pensée? Bon, la première chose, c'est vous parlez de l'élégance de l'écriture. Effectivement, j'accorde beaucoup d'importance à la rédaction, donc à la manière d'écrire mes textes. J'ai eu la chance de suivre un tout petit peu le style d'un grand homme des sciences que vous connaissez bien, de qui j'ai été assistant pendant 3 ans, c'est le professeur Mudimbe Vumbiyoka. Si je suis d'ailleurs à l'université, c'est grâce à lui. Et lui-même a un style qui s'apparente très très fort au style d'écriture de quelques Français comme Michel Foucault. Et donc moi également, j'ai pensé que cette manière de pouvoir rédiger non seulement apporte de la profondeur, mais également de la beauté dans le style, et de telle manière que les gens puissent être amenés à lire aisément les pensées philosophiques qu'on pense être toujours arides, difficiles à lire. Donc effectivement, je reconnais que j'accorde beaucoup d'importance à l'écriture de mes textes. Et quant à mes pensées, bon, je crois que en grand trait, j'aimerais vous dire que je suis dans la conception de quelques grandes idées, dans 3 domaines précisément. Premièrement, dans la manière même d'écrire ou de produire la philosophie. Et j'ai dû produire donc une pensée, une théorie que j'appelle théorie inflexionnelle. Je crois que vous connaissez un tout petit peu quelques principes que j'avance là-dedans. Comment pouvoir produire une philosophie qui soit capable d'effets, de plusieurs effets positifs sur les consciences et sur les acteurs politiques, essentiellement parce que je pense que notre destin à nous tous au niveau de nation est essentiellement fonction de ce que pensent, décident et font les acteurs politiques. Donc, j'ai produit cette pensée, cette théorie inflexionnelle, dont vous connaissez quelques éléments, peut-être déjà la totalité des principes. La deuxième chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu, c'est la philoculture. La philoculture, j'ai pensé que depuis mon premier travail de philosophie, il fallait absolument focaliser notre attention sur nos cultures africaines, qu'on dit être traditionnelles, mais surtout en recherchant au cœur de cette philosophie ou de ces pensées philosophiques traditionnelles ce que nous pouvons considérer comme le noyau, comme l'élément fondamental. Et l'élément fondamental, pour moi, du moins, à partir des études ou des objets que j'ai étudiés, des objets culturels donc que j'ai étudiés, des objets des pensées en fait, je pense que c'est la solidarité, c'est l'amour.
c'est l'amour. C'est pour cela que je me suis dit qu'on pourrait forger un concept pour signifier tout cela. C'est la philoculture. Ce n'est pas l'amour de la culture comme tel, mais c'est la culture de l'amour, de façon inversée. Philos, c'est l'amour, c'est la solidarité, et culture, c'est la culture donc de ce que nous devons être comme personnes vivant en commun pour pouvoir produire une société qui nous harmonise davantage, comme on dit, pour produire, pour faire advenir et mieux vivre ensemble de tout le monde. Un autre élément que j'aimerais vous indiquer, c'est une théorie également que j'ai forgée sur la manière de comprendre, de voir la démocratie. Notre démocratie que nous avons copiée de l'Occident ne me paraît pas conceptuellement achevée, ne me paraît pas vraiment consistante. Alors vous savez que la démocratie occidentale est dite libérale, elle insiste sur la liberté individuelle, des individus d'abord, pas des communautés. Mais cette liberté individuelle est trop célébrée, trop mise en avant, jusqu'au point d'oublier que la communauté également existe et qu'on ne peut être un individu réellement que s'il y a communauté. Et cette dimension a été largement valorisée par la plupart de nos traditions africaines qui avaient bel et bien également une manière de pouvoir régner, de pouvoir diriger les sociétés qui étaient démocratiques. N'entrons pas en détail, mais disons simplement que l'Afrique a largement valorisé, non pas l'individu, mais la communauté. Et donc, pour pouvoir avoir actuellement une démocratie qui nous soit la plus adéquate possible, je pense que nous devrions pouvoir marier les deux pôles, le pôle libéral et le pôle communautaire. C'est ainsi que j'ai créé le concept de démocratie libérale communautaire. C'était d'ailleurs mon tout premier livre qui a été publié en 2001. Voilà à peu près les grandes idées ou les grandes théories que j'ai forgées, en tout cas sur lesquelles je suis en train de travailler. Justement, en vertu du présent thème de la revue Raison Ardente, comme je l'ai dit à l'entame, intitulée Ngomabinda et la philosophie inflexionnelle. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous définir précisément ce que c'est que la philosophie inflexionnelle et pourquoi vous êtes arrivé à élaborer une pareille théorie? Alors, commençons par la dernière partie de la question. Pourquoi? Mais parce que j'ai considéré que notre manière de pratiquer la philosophie en Afrique est entièrement calquée sur la manière de produire des Occidentaux. Tout ce que nous apprenons à l'école, c'est aller prendre les manuels, aller apprendre les idées qui sont investies, qui sont coulées dans les livres de nos anciens, essentiellement des Occidentaux, des Grecs, des Allemands, des Français, même pas de Belges, hein, c'est oublié, mais essentiellement Grecs, Grecs anciens évidemment, Français, Allemands. C'est ce qui nous est donné à gober tout le temps. Et il nous est demandé de reproduire textuellement, de comprendre, de reproduire ce qui s'est dit dans les discussions philosophiques occidentales qui se font, dans les livres qui sont publiés. Et nous oublions que philosopher, c'est essentiellement penser, et penser sa propre existence pour pouvoir, autant que possible, contribuer à la rendre meilleure. Et pour cela, ce n'est pas en allant lire les livres occidentaux qu'on rend meilleur, qu'on améliore sa propre existence. Non, c'est en créant, en inventant. Voilà, c'est pour cela que j'ai dû créer cette théorie qui indique les principes qui doivent nous guider pour pouvoir produire une philosophie qui puisse avoir le maximum d'efficacité et le maximum d'effet sur les consciences des gens
en commençant par les consciences de nos dirigeants politiques. Et ce principe, bon, je pense que vous connaissez les principes, mais 2 ou 3. Alors, le premier principe, c'est qu'il faut toujours absolument faire un bon choix de ces objets de discours. On nous a dit à l'école que la philosophie réfléchit sur la totalité du réel. C'est absolument faux. Il y a toujours une sélection qu'il faut faire et une sélection pertinente qu'il faut faire si on veut véritablement philosopher. Je veux bien philosopher sur la table, mais une philosophie sur la table m'amènera à quoi? Comme nous philosophons énormément sur l'être, l'être abstrait. C'est pour produire quoi dans la société? Donc, je pensais que le premier principe auquel il faut faire attention, c'est le principe de sélection pertinente des objets des discours. Un autre principe, c'est ce que j'appelle le principe de politicité, c'est-à-dire qu'il faut prioritairement, pas nécessairement exclusivement, mais prioritairement focaliser l'attention sur l'action politique de la nation. Parce que, comme je disais tout à l'heure là, la destinée de chacun est largement déterminée par l'agir politique de ceux-là qui ont la plus grande capacité à pouvoir soit produire du bonheur, soit produire de la misère pour les populations qui dirigent. Donc, nous devons absolument apporter une attention essentielle sur l'action de l'homme politique. Le philosophe, comme disait Platon, doit pouvoir agir sur... S'il ne peut pas lui-même être roi dans la cité, président de la République dans la cité ou ministre, mais au moins il doit pouvoir avoir un effet important, comme peut-être un conseiller, sur l'agir politique de ceux-là qui nous dirigent. Un troisième principe, c'est le principe que j'appelle d'éthicité, c'est-à-dire mettre l'éthique en avant. C'est-à-dire, une philosophie peut être argumentée, peut être très bien produite avec toute la logique nécessaire, mais si elle manque de centrer sur les valeurs éthiques dans la vie de l'homme, dans la société humaine, eh bien, pour moi, elle n'est pas véritablement de la véritable philosophie. Donc, une philosophie politique, en l'occurrence, doit absolument avoir comme noyau l'éthique, les valeurs éthiques, les valeurs de solidarité, les valeurs de compassion vis-à-vis de ceux-là qui souffrent, les valeurs sociales de justice dans la société. Donc voilà quelques principes qui contiennent ce que j'appelle la philosophie inflexionnelle. Donc inflexionnelle, c'est-à-dire la philosophie doit pouvoir infléchir les consciences et les décisions de l'homme politique, en plus de l'homme tout court, quiconque peut lire, peut comprendre les idées philosophiques. Merci de nous faire comprendre ce que c'est que le statut de la philosophie inflexionnelle. Si Karl Marx pense que les philosophes ne poussent pas comme des champions, mais qu'ils sont le fruit de leur société, nous aimerions bien savoir qui est le philosophe qui vous a le plus influencé dans votre itinéraire philosophique. À quelle tradition philosophique appartenez-vous? Je pense ne point appartenir à une quelconque tradition philosophique. Je me forge mon chemin, je réfléchis sur notre propre situation, notre propre condition, mais de temps en temps, évidemment, en voyant dans les philosophies qui précèdent celles que nous faisons,
ceux-là qui ont apporté des idées utiles à prendre en considération. Je vous ai parlé tout à l'heure là de Platon. Je crois que Platon, sur la manière de considérer le philosophe, je suis pleinement d'accord avec lui et avec Socrate. Pour moi, un philosophe, c'est un intellectuel qui se veut le plus radicalement intelligent possible, rationnel, mais également qui est le plus vertueux possible. Donc, c'est le mariage de l'intelligence et de la moralité qui fait finalement la sagesse. C'est la philosophie, l'amour de la sagesse. C'est cet amour, ce désir de se porter toujours vers la compréhension la plus profonde possible des choses et les mettre en action, si possible, sur le plan de la société, en prenant comme canne d'appui, pour ainsi dire, la morale. La morale est indispensable dans toute philosophie qui se veut telle. Et donc, je crois que, à part ça, bon, disons que des gens comme Habermas m'inspire beaucoup, surtout dans le cas de ce qu'il appelle la pensée post-métaphysique. La pensée post-métaphysique estime qu'il faut quitter le paradigme de l'être, de l'ontologie, pour simplement s'occuper effectivement de la société, des problèmes de la société concrète et réelle, relativement palpables. Parce que l'être comme tel, comme je disais tout à l'heure, n'est pas palpable. Et vous savez, en métaphysique, c'est une métaphysique qui parle de l'ontologie. Tout est toujours permis et tout est toujours plausible, tout est pertinent. Parce que simplement c'est incontrôlable. Personne ne peut contrôler si l'être est tel, mais la métaphysique sur Dieu, bon, personne ne peut aller contrôler véritablement tous les attributs qu'on attribue à Dieu ou à l'être suprême. Donc Habermas, avec cette pensée-là, je crois que c'est une pensée qu'on peut dire que je l'épouse et de temps en temps je le cite ça et là. Bon, qui ça d'autre bon, je pense qu'en Allemagne, en tout cas c'est lui. En France, Paul Ricoeur, j'ai écrit un certain nombre de textes sur Paul Ricoeur. Il a également une pensée non seulement herméneutique, mais également éthique qui est admirable. Voilà. Pour le reste, sincèrement, je focalise la réflexion sur ce que je pense être moi-même pertinent, sortant de l'Afrique traditionnelle ou de ma propre tête, de ce que je pense de la vie courante. Voilà, simplement. Donc je ne me réclame vraiment pas, même si dans le dernier ouvrage que j'ai écrit sur philosophie du droit politique pour l'État le meilleur, même si là-dedans je dis que je me réfère à John Rawls, je me réfère à John Locke, je me réfère à Thomas Hobbes, tout ça, mais c'est comme simplement un point de départ pour pouvoir avancer en profondeur vers mes propres réflexions. Dans Philosophie et pouvoir politique en Afrique, publié aux éditions L'Harmattan en 2004, vous vous interrogez de quelle façon doit s'élaborer la philosophie africaine pour prétendre en toute légitimité à un pouvoir sensible sur la société africaine en quête du progrès. Que dites-vous au sujet du débat sur la problématique de la philosophie en Afrique? Et au cœur de ce débat, à quel courant philosophique appartenez-vous? Oui, heureusement, c'est un débat qui est largement derrière nous.
C'est un débat qui n'a plus cours véritablement, sinon simplement chez ceux qui apprennent présentement la philosophie qui est produite en Afrique. La philosophie africaine existe. Elle est produite. En plus de cette philosophie qu'on peut ramener à nos traditions africaines, et jusque, pour ceux qui en parlent, jusqu'à l'Égypte négro-pharaonique, comme le fait Cheikh Anta Diop, comme le fait Théophile Obenga, comme le fait notre collègue Mpaye et d'autres, le collègue Bilolo également. Je crois que cette philosophie que, bon, personnellement je fais, évolue ou peut se situer dans plusieurs courants ou axes. Moi, je les ai appelés axes philosophiques. La première étape de ma manière de penser, de ma pensée, comme je vous l'avais dit, était focalisée sur les cultures, essentiellement la culture de la solidarité, de l'amour. Donc, c'est de l'herméneutique. J'appartiens plus ou moins, donc, si vous le voulez bien, à ce courant-là. Mais, bien après, je n'ai pas opté pour la philo critique comme telle, mais pour la philosophie créatrice d'idées. Je pense que la véritable pratique philosophique doit pouvoir être une création d'idées, des valeurs qu'il faut présenter à la société pour, autant que possible, être appliquées dans le comportement des gens et dans la marche de la société. Donc je produis des idées. S'il y a un courant producteur d'idées, alors c'est celle-là. Hein, comment on peut l'appeler, à part le courant critique, le courant prospectif. Oui, personnellement, je l'avais appelé effectivement, non pas simplement prospectif, mais le courant critico-prospectif. Je pense pouvoir faire un pas en plus, c'est-à-dire je ne me limite pas au courant critique et prospectif comme les autres le font, mais maintenant dans un courant que je peux appeler vraiment créateur d'idées, comme je disais tout à l'heure là. Nous ne faisons pas de la philosophie si nous ne créons pas des concepts, des théories, etc. À Kimwenza, lorsqu'on avait fait une fois un colloque, j'avais osé dire que ceux qui font l'histoire de la philosophie ne sont pas des philosophes. J'ai été conspué par un collègue, mais il a tort. Lorsque vous ne faites que l'histoire des idées philosophiques, ou je ne sais pas quoi là, ben vous n'êtes pas philosophe, vous êtes historien des idées. C'est tout comme quelqu'un qui fait l'histoire de l'économie. Il n'est pas économiste, il est historien de l'économie, des idées économiques. C'est comme quelqu'un qui fait l'histoire des maladies. Bon, je ne dis pas qu'il est pas malade, mais en tout cas, il n'est pas médecin. Mais il est historien des maladies qui surviennent, des pathologies qui surviennent dans le monde. Donc, pour cette idée, je la garde également. Et en même temps, c'est pour donner la leçon cette leçon qu'il faut toujours aller au-delà de l'analyse ou de l'histoire. Il faut soit critiquer, soit proposer d'autres manières de comprendre le même problème qui est étudié. Ce n'est pas se limiter à l'histoire. Même dans mon premier ouvrage que j'ai publié en philo africaine, là, en 1994, la philosophie africaine contemporaine, j'ai tenté de faire l'histoire, mais une histoire critique. Chaque fois, je m'interrogeais et j'interrogeais sur la pertinence des objets et même des argumentations des autres. Il ne faut pas se limiter à être historien. Un historien de la philosophie, ou même un analyste de la philosophie, n'est pas encore philosophe. Il doit créer, et en focalisant largement l'attention sur la possibilité de rendre la société un peu plus dans le bonheur,
Parce qu'au total, c'est ce que nous recherchons tous en tant qu'êtres humains, c'est vivre dans une société où on jouit de la vie la plus longue possible et la plus heureuse possible. Tout le monde, tout être humain, dès qu'il est conscient, doit pouvoir rechercher ce bonheur, ce qu'on appelait le bonheur dans le temps, abondamment dans les philosophies stoïciennes, dans les philosophies grecques en général, etc. Donc c'est connaître sur Terre la vie la plus longue et la plus heureuse possible, la plus agréable possible. C'est l'aspiration fondamentale de l'homme. Et cela, le philosophe doit prendre cela en considération. Chaque fois qu'il se met à philosopher, il doit pouvoir se dire, mais pourquoi je dois philosopher? Sur quoi je dois philosopher? Comment je dois philosopher? Et à qui je destine cette philosophie-là? Si un philosophe ne prend pas en considération ces questions heuristiques, je pense qu'il ne peut pas arriver à faire une philosophie qui soit véritablement au service, comme j'aime à le dire, au service de la société. Un vrai philosophe, c'est un philosophe servant les pauvres, les souffrants, les mal-aimés, les victimes d'injustice. Si vous n'êtes pas conscient de votre vocation politique et éthique comme service aux autres, vous n'êtes pas philosophe.